Bonjour et bienvenue dans cette émission, c'est Notre Santé. Nous n'allons pas parler aujourd'hui de maladies, de traitements ou des avancées de la recherche médicale. Et pourtant, nous accueillons quelqu'un qui aurait beaucoup à dire sur de tels sujets, le professeur Gilles Freyer. Bonjour Gilles Freyer. Bonjour. Vous êtes chef du service d'oncologie médicale au CHU de Lyon. Vous avez participé à la création de l'Institut de cancérologie des hospices civils de la même ville, Lyon. Et votre voix en cancérologie, notamment dans la prise en charge du cancer du sein, est reconnue comme celle d'un expert. Mais c'est d'un tout autre sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Vous avez été la cible d'une campagne médiatique au printemps dernier, accusé d'avoir tenu, dans le cadre des cours que vous donnez aux étudiants en première année d'études de médecine à la faculté de Lyon, dont vous êtes d'ailleurs le vice-doyen, des propos sexistes et homophobes. Et au-delà, je crois, nous en reparlerons. Cette campagne a débouché sur une interpellation de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, par l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Et à la suite de cette interpellation, la ministre a saisi l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche pour faire toute la lumière sur les faits qui vous étaient reprochés. Cette enquête administrative, à travers un rapport de 36 pages qui a été rendu au début du mois d'octobre, vous a totalement blanchi des accusations qui avaient été portées contre vous. Alors, ce dont nous allons parler avec vous aujourd'hui, c'est, puisque vous voulez donner une suite à cette affaire, d'un livre que vous vous apprêtez à publier, dans lequel vous dénoncez en quelque sorte l'entrave à la liberté d'enseigner. Et en bon médecin que vous êtes, vous allez sans doute nous parler du diagnostic, mais aussi des traitements et des remèdes. Alors, je ne serai pas ici votre avocat, puisque vous n'en avez plus besoin, vous avez été blanchi, mais il est important pour nos internautes de bien comprendre quels sont les ressorts qui ont porté cette affaire et quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer, puisque vous allez assez loin en expliquant que tout cela représente une sorte de menace qui pèse sur la liberté de pensée et d'expression dans notre pays. Alors, ma première question, c'est pourquoi un livre? Vous avez été blanchi, est-ce que finalement le débat pouvait ne pas s'arrêter là? Alors je voudrais dire que, au-delà des accusations que vous avez égrenées, il faut ajouter tenue de propos racistes, sexistes, misogynes, homophobes, mais également prosélytisme dans mon opposition à l'euthanasie, et évidemment lien d'intérêt, ce qui signifie entre les lignes corruption par l'industrie pharmaceutique. Ça fait beaucoup. Et je dois dire que lorsque j'ai épousé la carrière d'enseignant-chercheur, il y a maintenant pratiquement 20 ans, si j'avais imaginé que je viendrais ici un jour parler d'entrave à la liberté d'enseigner, eh bien j'aurais été extrêmement étonné. Et je considère que c'est probablement aujourd'hui le symptôme d'un dysfonctionnement social très profond. J'y reviendrai. Alors blanchi. Le point est d'avoir été sali. La technique, c'est celle de l'opprobre, de porter des accusations sans aucun fondement, car dès le départ, il n'y avait rien. On va y revenir tout de suite. Vous écrivez dès les premières lignes, je crois, de votre livre, « Il m'a fallu attendre l'âge de 51 ans pour devenir un salaud ». Le terme est fort, surtout de la part d'un médecin. On n'a pas l'habitude d'associer médecin et salaud. Quels sont les faits qui ont abouti à ce que vous puissiez un jour écrire cela? Alors, comme vous l'avez dit, je ne suis pas un perdreau de l'année. Ça fait bien longtemps que je soigne les malades du cancer au CHU de Lyon. Ça fait 18 ans que j'enseigne les sciences humaines et sociales avec nos étudiants de première année commune d'études de santé. J'ai fondé avec le professeur Véronique Trier-Lenoir, il y a 25 ans, l'activité d'oncologie médicale aux hospices civils de Lyon. À l'époque, nous n'avions aucun moyen. Aujourd'hui, mon équipe se compose de 14 cancérologues. Nous avons tissé des liens multiples avec tous les acteurs de l'université et de l'hôpital. Et pendant toute cette période, je n'ai pas connu le moindre problème. Il n'y a pas un étudiant qui se soit plaint auprès d'un doyen de mes enseignements. Il n'y a pas un malade, une famille, un collègue qui ait ressenti à mon égard la moindre difficulté. Et voilà qu'arrive une cascade d'accusations, toutes plus invraisemblables les unes que les autres, et qui me tombent sur la tête via d'abord un collègue qui me relaie un tweet qui a été déversé sur les réseaux sociaux par le site qui, précisément, le site d'information sans concession, indépendant, etc., qui va publier le lendemain ou le surlendemain un article qui s'intitule, je crois, « Les propos nauséabonds du professeur Freyer » et qui explique que dans mes enseignements sont tenus tous les propos relatifs aux accusations que j'ai précédemment évoquées. Alors ça me fait penser à
un livre de Franz Kafka qui s'appelle Le procès. C'est un vieux livre, mais qu'il faudrait relire. Le héros du procès, Joseph K., se réveille un matin dans un régime totalitaire et il apprend qu'on va lui faire un procès. Il est évidemment innocent de toute accusation, il ne sait pas pourquoi on l'accuse, mais il va progressivement se persuader qu'il est coupable et élaborer un système de défense contre des délits et des crimes qu'il n'a pas commis. C'est toute l'absurdité dénoncée par Kafka et c'est toute celle que j'ai vécue. Alors je disais tout à l'heure blanchi, mais être blanchi de choses qui n'existent pas et voir son nom sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche associés à des tombereaux d'injures, de déjections mentales et d'opprobre, être blanchi, c'est une victoire à la Pyrrhus. En réalité, je suis aujourd'hui très amer, et très amer de ce que j'ai subi, non pas en raison de ce que je suis, puisque les gens qui m'ont attaqué ne me connaissent pas, mais en raison de ce que je représente, et j'y reviendrai, et c'est la raison pour laquelle il faut faire du méchant professeur délinquant un salaud, et un salaud intégral, celui qui coche toutes les cases de la bien-pensance. Au départ, sur quel fait précis l'accusation qui a été portée contre vous reposait ? Plusieurs aspects. Je pense que l'origine de l'affaire, ce sont les positions que j'ai prises à partir de 2014 contre ce que je considère comme étant une régression d'accès à l'innovation pour les malades du cancer, et donc le problème de la régression du remboursement des médicaments anticancéreux dits onéreux. Dès 2014, j'avais été à l'origine d'une tribune que nous avions avec 78 collègues publiée dans Le Point en réponse à, selon nous, un très mauvais procès qui avait été fait à l'époque à un médicament anticancéreux. Et puis j'ai pris par la suite différentes positions publiques qui m'ont valu déjà de la part du même site qui m'a mis cette fois-ci en accusation, mais aussi de la part du Formindep, qui est une association pour une formation médicale indépendante, qui est proche, pour dire les choses... Qui prône une plus grande transparence dans les relations, notamment entre les médecins et l'industrie pharmaceutique. Oui, c'est-à-dire en réalité qui stigmatise très volontiers les médecins qui, comme moi, appartiennent entre guillemets au système, qui sont des enseignants-chercheurs et qui sont très régulièrement taxés de collusion, de liens d'intérêt. Il a même été écrit qu'en tant que professeur à la faculté Lyon-Sud, j'avais été couvert de cadeaux. Et donc j'ai été déjà à plusieurs reprises mis en cause sur des sites pour des contrats très nombreux que j'aurais avec l'industrie pharmaceutique, pour des liens d'intérêt inavouables, ce qui m'a valu d'ailleurs même un reportage en caméra cachée de journalistes de France 2 à la rubrique L'œil du 20h il y a quelques années. Ça a été, je pense, le point d'entrée dans l'affaire. Jusque-là, rien à voir avec du sexisme, de l'homophobie, non. Du racisme ? Non. Il se trouve que cette année 2019 particulièrement, j'ai été amené à traiter de 2 ou 3 points particuliers qui concernent tout à fait les sciences humaines en santé, en particulier la question du sexe, du genre, de la biologie. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous a amené à souhaiter tenir ce cours sur les sciences humaines en santé ? Parce que ce n'est pas forcément dans la vocation de tout médecin de s'occuper aussi de sciences humaines vis-à-vis des étudiants en médecine. Alors je suis cancérologue. En cancérologie, peut-être plus qu'ailleurs, la notion des humanités, la notion de la relation, la notion de l'enracinement, du sens de la vocation sont des choses qui sont très importantes et elles l'ont été pour moi extrêmement tôt. Et j'ai un peu ressenti la difficulté de cet enseignement technique que j'ai subi, de cette formation hyper scientifique que je ne regrette pas puisque j'en vis aujourd'hui. Et que certains d'ailleurs remettent en cause aujourd'hui en disant qu'il faudrait plus d'humanité dans les études de médecine. Non, je crois que l'humanité... je ne crois pas que les jeunes médecins aujourd'hui, et je crois que c'est un très mauvais procès qu'on leur fait, je ne crois pas que la médecine soit déshumanisée. Je pense que les conditions d'exercice de la médecine sont déshumanisées par un certain système gestionnaire, ça c'est tout à fait clair. Mais je pense que nos jeunes collaborateurs, en tout cas je pense à mes internes, à nos assistants, etc., sont des personnes extrêmement préoccupées de compétences, d'humanité, de relations, sont des gens extrêmement humains. Et donc c'est quelque chose qui m'a attiré assez tôt et je dois à l'amitié de notre ancien doyen, le professeur Gilly, d'avoir été en responsabilité dans cet enseignement il y a quand même 18 ans. Et donc toutes ces thématiques, je les ai abordées de manière très consciencieuse. J'ai lu beaucoup d'auteurs, j'ai rencontré beaucoup de gens extrêmement enrichissants, qui sont venus d'ailleurs à la faculté Lyon-Sud nous parler de tout ça. Et j'ai donc élaboré un corpus théorique. Et vous posiez tout à l'heure la question finalement, pourquoi un livre ? Eh bien parce que c'est l'occasion finalement de mettre par écrit, de manière posée, tranquille, sous la forme du débat,
tout ce à quoi je pense finalement depuis 18 ans. Alors j'ai déjà écrit quelques manuels, mais là c'est l'occasion de s'appesantir un peu plus sur qu'est-ce que le sexe, le genre, qu'est-ce que le racisme, y a-t-il des races humaines d'un point de vue génétique, d'un point de vue médical, d'un point de vue anthropologique, quelle est la problématique de la fin de vie autour de l'euthanasie, quelle est la problématique des liens d'intérêt à l'époque du Mediator et qu'est-ce qu'on peut en faire quand on est un enseignant-chercheur. Bref, tous ces questionnements, finalement, j'ai éprouvé le besoin de les mettre par écrit. Pourquoi ? Parce que dans la période que j'ai vécue, j'ai été condamné pendant 4 mois, finalement, à un silence total, en attendant, évidemment, les conclusions d'une inspection ministérielle. Je n'ai donc pas pu réagir. Un certain nombre de médias se sont fait l'écho de ces accusations sans prendre la peine de les vérifier. Évidemment, je ne peux pas tellement compter sur à part la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, je ne peux pas tellement compter sur un écho médiatique. J'ai été en proie au silence absolument assourdissant des institutions, pour en rediscuter si vous le voulez. Et je me suis dit, quel moyen ai-je finalement de me défendre, d'une part, et d'autre part, d'étayer mon point de vue. Alors j'ai écrit un livre, et je pense que c'est la manière la plus élégante de répondre par l'élégance aux tombereaux d'injures et d'ordures qui ont été déversés sur moi. Alors ces accusations, elles ont été portées contre vous parce que vous avez tenu des propos qui ont été contestés. Quand vous avez tenu ces propos pendant vos cours, est-ce que vous avez à un moment imaginé que cela puisse provoquer ce genre de réaction, que cela puisse choquer, troubler ou perturber les étudiants vis-à-vis desquels vous enseignez? En aucun cas. D'abord parce que je ne fais jamais d'enseignement seul. Les enseignements de sciences humaines et sociales sont réalisés à 4 ou 5 enseignants très régulièrement. Mes collègues étaient là, des femmes, des hommes, des gens de toute sensibilité, des infirmières, sages-femmes, pharmaciens, médecins. Quand vous faites des cours comme ça, il y a des étudiants qui réagissent en direct, qui vous interpellent? Ah oui, d'ailleurs nous avons la culture du débat. D'abord la culture, nous portons les micros HF dans l'amphithéâtre et nous discutons, les étudiants sont libres, contrairement à ce qu'a affirmé le site internet en question, il n'y a aucune contrainte, les étudiants sont tout à fait libres d'exprimer d'éventuels désaccords, de poser des questions et je peux vous dire que les cours se passent très souvent dans l'interactivité et très souvent dans la bonne humeur. D'ailleurs cette cabale ne vient pas des étudiants, elle vient d'un certain nombre d'idéologues dont je pourrais également vous reparler. Donc il y a une interaction et puis surtout, vous ne pouvez pas tenir des propos racistes quand fondamentalement vous n'êtes pas raciste. Je ne crois pas à une hiérarchie des races. Je ne peux pas être sexiste et misogyne parce que je ne crois pas que les femmes soient inférieures aux hommes et d'ailleurs je m'occupe des cancers féminins. Je soigne pratiquement 80% de femmes. Vous pensez que pour un sexiste et un misogyne, ce ne serait pas un petit peu curieux ? Je n'ai jamais... C'est effectivement une question qu'on peut vous poser. Vous avez une majorité de patientes. Mais oui. Et si vous portiez un regard, appelons-le machiste, sur les femmes, ça pourrait en effet perturber la relation que vous avez avec vos patientes, voilà. Voire même leur capacité à vous entendre ou à venir consulter chez vous. Je crois que ça se saurait depuis longtemps. Et je dois dire que, par exemple, j'ai la fierté d'être un des auteurs, ce mois dernier, dans le New England Journal of Medicine, d'un article portant sur un essai randomisé dans le cancer de l'ovaire qui va profondément modifier la prise en charge en première intention de nos patientes. Et j'en suis fier et c'est pour ça que je travaille depuis 20 ans. Elles vous ont parlé, ces patientes, une fois que l'affaire a été rendue publique? Elles vous ont donné leur avis? Elles vous ont dit quelque chose? Très peu. Je crois que seulement 2 y ont fait allusion en disant qu'elles avaient évidemment mis à la poubelle tout ce qui pouvait me concerner et qui pour elles n'avait strictement aucune importance, dans la mesure où, disaient-elles, nous nous connaissons depuis assez longtemps pour savoir ce qu'il en est. Vos confrères médecins ou autres professeurs de l'université, ils vous ont reçu comment? Les gens proches de moi, c'est-à-dire ma faculté, qui est l'UFR de médecine émaillotique, parce que nous formons des sages-femmes, Lyon Sud Charles Mérieux, ont été extrêmement soutenants. J'ai reçu beaucoup de soutien émanant du CHU de Lyon, mais aussi de l'extérieur, jusqu'à Paris et d'autres villes. Je dois rendre hommage à Madame le doyen Carole Burillon, qui a été d'un courage absolument exceptionnel, là où tout le monde se taisait et où beaucoup n'ont pas souhaité soutenir. Et puis toute mon équipe, naturellement, les gens qui enseignent avec moi à l'université, et puis toute mon équipe hospitalière, qui savent bien qui je suis, m'ont effectivement beaucoup aidé dans cette période. Je voudrais souligner un point. Il ne faut pas méconnaître dans le système dans lequel nous vivons ce que j'appellerais le risque psychosocial. Ah, vous savez, le genre de la maison, ce n'est pas de se laisser déprimer, hein, c'est plutôt de combattre, de réagir, d'argumenter. Alors justement, comment vous avez vécu ces accusations? Personnellement, hein, qu'est-ce que vous avez ressenti? Dans un premier temps, comme le héros de Kafka, une incompréhension absolue. Et puis, vous savez, comme quand vous prenez un coup au plexus,
vous mettez un certain temps à comprendre ce qui se passe. Vous êtes un peu le soufflet coupé, vous demandez ce qui se passe. Et puis petit à petit, vous rassemblez vos idées, vous réfléchissez, vous dites, d'abord vous vous interrogez forcément. Vous dites, y a-t-il eu... Oui, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, est-ce que j'ai peut-être dit un truc idiot? Je me suis dit surtout, est-ce que sans m'en rendre compte et de manière involontaire, j'aurais exprimé des choses qui seraient, par exemple, illégales? Alors par chance, nous bénéficions d'un certain nombre d'enregistrements de cours, ce qui m'a permis d'une part de les réécouter, puis ensuite de regarder les diaporamas que j'avais présentés. Et évidemment, il n'y avait rien. D'ailleurs, à propos du racisme, mes cours sont essentiellement une dénonciation du racisme par laquelle j'explique que la négation des races humaines, ce qui est un peu l'indifférenciation dans laquelle on voudrait aujourd'hui nous plonger, est en fait un mauvais moyen d'éradiquer le racisme, tout comme éradiquer la différence des sexes en proclamant la grande indifférenciation, ce qui est la mode de la bien-pensance aujourd'hui, on voudrait éradiquer le sexisme. C'est contre ces opinions-là que je me suis élevé. J'ajouterai un autre point. La pluralité a toujours été présente dans nos cours. J'ai invité une philosophe, notoirement spécialiste des théories du genre et néo-féministe, à venir nous parler du patriarcat et des études de genre, qui sont des choses que je conteste en tant qu'intellectuel, on va dire. Mais cette personne a été tout à fait libre de parler devant les étudiants. En revanche, je ne crois pas que les personnes qui sont à l'origine des attaques, un certain nombre d'entre eux étant des enseignants de l'Université Lyon 1, pratiquent la même pluralité en ce qui concerne leurs propres enseignements. Le rapport de l'Inspection générale de l'éducation, donc, qui vous a blanchi, souligne les liens forts entre les acteurs médiatiques, universitaires et associatifs. Vous avez été victime d'un complot ? Alors ne versons pas dans la paranoïa. Un complot, on peut imaginer. En plus complotiste. Paranoïa complotiste. Non, mais je pense que nous avons là affaire à ce que j'appelle le lien d'intérêt idéologique. Et des gens qui se connaissent, se pratiquent, se tweetent et se retweetent. Je voudrais d'abord dire qu'il y a un point qui a été particulièrement significatif pour moi dans toute cette période, c'est le soutien massif que j'ai reçu des lecteurs du quotidien du médecin. Entre 80 et 100 commentaires à la suite de l'article qui a été fait par le quotidien, qui était d'ailleurs assez neutre, pour dire la chasse aux sorcières, c'est pas possible, quoi. Et je veux dire aux collègues, là vraiment, si je peux leur parler aujourd'hui, leur dire vraiment, sachez-le du fond du cœur, merci. Cette affaire en est la preuve, il y a beaucoup de choses qui passent aujourd'hui par les réseaux sociaux. Vous avez pensé, vous, à les utiliser aussi pour répondre, pour donner votre avis, votre point de vue, votre position par rapport à cette attaque? Je ne suis pas de taille. Vous avez en face un système qui repose sur un certain nombre d'acteurs. D'abord, vous avez un site qui est politiquement très orienté, une journaliste qui, par ailleurs, tient un blog, etc., dans lequel elle dénonce notamment le pouvoir médical, le pouvoir patriarcal, etc. Donc un certain nombre d'orientations politiques déjà très déterminées. J'ai déjà été accusé par le même site il y a quelques années de collusion avec l'industrie pharmaceutique, de profit, de contrats, etc. Vous avez le Forum Indep, dont je crois le vice-président ou un des dirigeants est un sociologue qui s'est répandu dans la presse il y a quelques années pour critiquer fortement ma faculté, la faculté Lyon Sud, accusée de lien d'intérêt avec les laboratoires et qui s'est montré extrêmement critique à notre égard et qui, cette fois-ci, s'est exprimé par email, d'ailleurs, sur la question du racisme et de l'homophobie dont il est devenu, en dehors du médicament, soudainement un grand expert. Et puis vous avez un petit nombre d'enseignants qui appartiennent à l'Université Lyon 1, qui ne sont pas des enseignants de santé, qui viennent de la philosophie ou de la sociologie et dont le leader est un militant syndical politique avéré, ce qui est en démocratie parfaitement son droit. Mais ce qui est moins son droit, c'est d'intervenir comme il l'a fait dans la cabale des réseaux sociaux et dans les instances universitaires. Et c'est aussi, à l'opposé de ce qui m'a été reproché à moi, d'organiser dans une des facultés de Lyon un enseignement dans lequel un seul type de pensée est exprimé devant les étudiants en médecine, ce qui me paraît, d'un point de vue démocratique, absolument difficile à concevoir. J'entends les idées sur les théories du genre, j'entends les idées récurrentes sur la culpabilité de l'industrie pharmaceutique et des médecins. Encore une fois, je ne dis pas ici que nous avons affaire de manière angélique à une industrie parfaite et à des médecins parfaits, mais je dis que la critique récurrente et résonante entre différents acteurs, toujours sur les mêmes sujets, pose un problème de pluralisme et un problème de démocratie. Et ce problème ne se posait pas, contrairement à ce qu'on a dit à Lyon Sud, il se pose dans l'autre faculté.
Et est-ce que cela aussi pose un problème sur la capacité des étudiants en médecine à réfléchir et à se poser des questions au-delà de leur enseignement extrêmement formel? C'est un conditionnement précoce qui me paraît extrêmement problématique parce que ces postures idéologiques aujourd'hui sont très prégnantes dans les universités. Je ne suis pas un cas isolé. On commence à savoir qu'un certain nombre d'enseignants, pour leur travail et parce qu'ils ont voulu exercer leur liberté d'enseigner, ont été menacés, y compris physiquement. Je crois qu'un de mes collègues de Paris 1 a été... C'est grave ce que vous dites. Enfin, on Oui. a l'impression qu'on n'est plus dans un pays de liberté, de démocratie et de tolérance. Mais je crois profondément que nous avons un gros problème aujourd'hui au pays de Voltaire. Oui, la liberté d'expression n'existe plus. Elle n'existe plus, ou du moins, elle n'existe que pour certaines formes d'expression qui vont dans le sens d'une certaine orthodoxie de la pensée qui est promue par les idéologues que je dénonce. Quelques exemples. Un collègue de Paris 1 a été, semble-t-il, aspergé d'urine par un collectif activiste en plein milieu d'un de ses cours. Madame Agazinski, que je connais et respecte pour son engagement de philosophe, empêchée de s'exprimer à Bordeaux, Absolument. ayant eu, je crois, affaire à des menaces de mort. Parce qu'elle a pris position contre la gestation pour autrui. Oui, surtout la PMA, c'est-à-dire que la gestation pour autrui n'étant pas encore d'actualité, elle a effectivement proposé une analyse critique de la PMA pour toutes, ce qui me semble quand même une possibilité, au moins de proposer le débat. Mais le camp du bien que nous avons en face de nous ne débat pas. Le camp du bien, il abat. Nous sommes dans une démocratie où, en réalité, le grand relativisme général, la pensée hypercritique, a conduit à l'idée qu'il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus que des opinions, finalement. Et n'importe quelle opinion complètement loufoque peut être exprimée. Et tout dépend de la force de celui qui l'exprime. Et cette vision un petit peu crypto-marxiste des choses, elle a été tout à fait théorisée, j'en parle dans mon livre, c'est pas né comme ça, ça vient des années 60, ça commence avec les philosophes de la déconstruction, avec la French Theory, ça continue... Oui, donc d'après vous, c'est quelque chose qui n'est pas né d'hier, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement finalement... c'est un demi-siècle de dislocation... De pratique de plusieurs dizaines d'années. Oui, c'est un demi-siècle de dislocation méticuleuse et progressive de la liberté dans la société, dans le but de la déconstruire et parfois même de la détruire. Les personnes issues de... mais quand je vous entends, j'ai envie de vous poser comme question presque basique, mais comment se fait-il que personne ne réagisse à ça si c'est à ce point une atteinte à des libertés essentielles? Alors, je ne crois pas que personne ne réagisse. Vous avez probablement lu, comme moi, dans Le Monde, hier ou avant-hier, une tribune qui a été co-signée, rien que ça, par exemple, par Marcel Gauchet et par Pierre Nora. Pour préserver la liberté académique. Elle s'intitule « Président d'université, vous devez refuser que ces lieux soient monopolisés par des adeptes de l'obscurantisme ». On a cité également un éditorial de Natacha Polony dans Marianne qui parle des nouveaux fascistes universitaires. C'est fort comme expression. J'ai noté aussi une chronique de Nicolas Bétou sur Europe 1 à propos de ces questions de liberté. Et aussi les travaux que publie très régulièrement Peggy Sastré, par exemple, dans Le Point, et qui dénonce les multiples inepties qui sont enseignées à propos, par exemple, de la théorie du genre ou des questions de sexualité, etc. Et qui font d'ailleurs que certaines universités ne sont plus des lieux d'enseignement, mais des lieux d'endoctrinement pur et simple, où la contestation n'est pas permise. Et où si vous vous mêlez de contredire, simplement de discuter, ce que j'ai essayé de faire, eh bien on va essayer non pas de débattre avec vous, mais purement et simplement de vous éradiquer. C'est ce qui s'est passé. Et ceci dans le silence des institutions, parce que les institutions sont terrorisées. Et qu'en réalité, dans la crainte de voir que finalement une inspection ministérielle éventuellement pourrait vous condamner, eh bien dans les institutions, je parle de l'hôpital et de la gouvernance universitaire, personne ne s'engage à vos côtés pour vous soutenir, alors qu'on vous connaît depuis plus de 20 ans. Et je peux même ajouter que le président du comité de coordination des études médicales de Lyon 1 m'a conseillé par téléphone et par email de démissionner de mes fonctions d'enseignant et de vice-doyen de la faculté au plus fort de l'affaire qui se déroulait donc au mois de juin. Ce sont des éléments que vous attribuez dans votre livre, je cite, à ce que vous appelez la compétition morale. Il y aurait donc quelque chose pour aller toujours plus loin dans la critique de telle ou telle pensée, dans la nécessaire transparence de tout. Oui, une certaine forme de puritanisme absolu, de vertu cristalline. C'est partout, enfin, c'est pas que dans la santé, c'est pas que dans l'enseignement. Mais vous voyez, j'ai pensé longtemps, et je me suis lourdement trompé, que la santé serait un petit peu protégée de ce qui a déjà littéralement infecté, je dis métastasé d'ailleurs, dans les sciences humaines.
ou dans les instituts d'études politiques, ou dans les grandes écoles. J'ai longtemps pensé que la santé était à part. Eh bien non, la santé, et mon université Lyon 1 en particulier, est aussi l'objet de cette infestation idéologique. Mais je pense que nous avons, et c'est pour ça que je m'engage, parce que vous savez, beaucoup de mes collègues m'ont dit, bon, maintenant que tu as été blanchi, eh bien, rentre dans ton trou, on n'en parle plus, reste tranquille, tu sais, il y a beaucoup de gens puissants qui vont t'en vouloir. Eh bien, si je m'engage, c'est parce que je crois que la médecine a une particularité. La médecine, elle est en prise sur la vie. Elle est en prise avec la réalité, elle est en prise avec le roc du biologique, c'est-à-dire tout ce que les idéologues constructivistes de ces multiples théories de la déconstruction essayent de contester. Le biologique, c'est important, et la science, c'est important. Il y a une vraie science, il y a des vérités, certes transitoires, contestables, mais issues de la science. La science, c'est une humilité, et l'humilité, c'est notre arme en face des idéologues. Alors justement, j'allais vous demander presque comme conclusion, face à cette liberté académique qui serait menacée, c'est quoi votre remède? C'est quoi le remède préconisé par le professeur Freyer? Je crois qu'il faut que, d'abord en santé, puisque c'est le domaine que je connais bien, il faut que nous puissions susciter une levée de bouclier contre ce qui est en train de se produire. Ça n'est pas acceptable. Beaucoup de collègues sont ulcérés, mais évidemment n'osent pas prendre position ou ne savent pas comment. Nous n'avons pas d'écho médiatique. Voilà. Donc j'espère susciter au minimum dans mon université une certaine prise de conscience. Il faut probablement que les institutions puissent être en situation de faire valoir leur droit à régenter ce qui se passe chez elles. Comment peut-on accepter que des menaces de mort empêchent la tenue d'un débat ou d'une conférence? Comment peut-on accepter que des activistes s'introduisent dans des cours pour violenter des professeurs? Ceci est inacceptable. Nous sommes au pays de Voltaire, au pays de Rousseau, et la liberté est en train de mourir. Il faut défendre la liberté d'enseigner, la liberté de s'exprimer dans ce pays. Et je rends grâce vraiment aux intellectuels qui ont eu le courage de se mobiliser. Et puis ensuite, je crois encore à la vertu de la lecture, je crois encore à la vertu du débat. J'espère que d'autres gens voudront se saisir de tout cela, se saisir de ces débats, faire remonter vers les politiques qui sont les décideurs, faire remonter l'état de grand désarroi dans lequel se trouvent aujourd'hui beaucoup de penseurs, beaucoup d'écrivains, mais aussi beaucoup de soignants dans notre pays. Voilà. Si je suis là, c'est parce que, d'une part, je ne renonce pas et parce que j'espère. Voilà. Est-ce que quelque chose a changé ou va changer à partir de cette affaire dans le contenu des cours du professeur Freyer? Oui, parce que c'est une forme d'autocensure, mais vous savez, je suis très respectueux de mes collègues qui travaillent avec moi et qui ont été éclaboussés par cette affaire. Et nous avons été éreintés par tout ça. Nous avons dû y consacrer beaucoup d'énergie. Vous savez, moi, je suis chef de service, j'ai une grosse équipe à gérer, beaucoup de choses à faire, et consacrer encore plus d'énergie à résister finalement à une tentative de mort sociale, c'est assez compliqué. Donc, j'ai le respect de mon équipe, j'ai le respect de mes collègues enseignants, et je ne veux pas les exposer, là encore, à la vindicte des activistes. Je ne veux pas voir arriver dans mes cours des excités qui viendront y semer le désordre, parce que c'est ce qui finira par arriver, voire même être moi-même l'objet de menaces physiques. Donc évidemment, cette année, les cours seront tout à fait indemnes de toute connotation éventuellement polémique. J'ai conscience que c'est une forme d'autocensure et que les censeurs ont gagné, mais je ne peux pas faire autrement. C'est pour ça que je m'exprime effectivement sous la forme d'un livre et que là, enfin, je peux y expliquer les choses. Gilles Freyer, je vous remercie. Nous arrivons au terme de cette émission. J'espère qu'elle aura permis aux internautes qui nous regardent de mieux comprendre les ressorts un peu de ce qui s'est passé et d'entendre vos réactions, vos explications, sinon vos justifications. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie à tous de votre attention et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine émission. C'est Notre Santé. Au revoir.